C'est parti. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marion. Écoute, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de la communauté aujourd'hui. Écoute, le plaisir est partagé et je suis vraiment très fière de participer à cette interview parce que ça me fait très plaisir d'avoir un moment d'échange et de partage avec toi. Ah, super, moi aussi. Justement, je suis contente que tu aies répondu positivement. Donc, tu es la fondatrice et créatrice de la société de conseil Square Expert, spécialisée donc dans tout ce qui est conseil en technique et marketing pour les entreprises et les sociétés de la beauté et donc de la cosmétique en général. Et Exactement. aujourd'hui, on va parler ensemble de comment innover durablement dans les formats solides. Et tu vas donc nous donner tes 3, peut-être plus, pépites pour justement avoir et essayer d'innover durablement dans ces formats solides qu'on parle beaucoup depuis déjà un petit bout de temps et qui sont toujours là. À toi, Ok. Stéphanie. Merci Marion. Écoute, si je devais parler en effet de 3 pépites pour innover durablement dans le solide, la première pépite, ça serait plutôt une opportunité que laisserait possible la cosmétique solide, parce que la cosmétique solide, c'est vraiment un format qui autorise une grande transversalité. Donc, la transversalité, je l'entends à deux niveaux, hein. Le premier niveau, c'est la transversalité au niveau des segments sur lesquels elle peut être présente. Donc, c'est vrai qu'on trouve du solide à peu près sur tous les segments. On trouve des produits solides à la fois sur les produits de maquillage, qui sont quand même des produits qui sont historiquement les plus représentatifs de format solide, hein, parce que quand on pense aux poudres pressées, aux poudres libres, aux coulées à chaud avec les formes de baume à lèvres ou de rouge à lèvres. C'est vrai qu'il y a énormément déjà de formats solides dans le maquillage, mais pas uniquement. On trouve aussi des formats solides de plus en plus nombreux dans l'hygiène, dans le soin également, et on en trouve aussi au niveau des parfums. Donc cette transversalité des formats solides, elle est vraiment très intéressante parce qu'on voit qu'on a des formats qui sont très flexibles, très ouverts, et ça autorise une grande créativité et du coup une place laissée à l'innovation qui est tout à fait intéressante. Mmh. Et le deuxième levier en matière de transversalité, ça serait la présence de ces formats solides sur de nombreux réseaux de distribution. C'est-à-dire qu'en fait, le solide, on le trouve dans tous les segments, comme je te l'ai dit, mais aussi à peu près sur tous les circuits de distribution. C'est vrai qu'on voit le solide qui a émergé avec les shampoings, les savons, qui sont les formats de pain très, très connus, hein. Les shampoings solides, ils ont vraiment explosé. C'est la dernière année là. Même les Et après-shampoings, hein, j'ai vu, et beaucoup d'après-shampoings solides. exactement, même les après-shampoings solides. Et ça a vraiment irradié à peu près tous les secteurs de distribution. On en a trouvé dans le mass market avec des grands acteurs comme Dop, comme Garnier, comme Corinne de Farm. On en a trouvé également dans les réseaux professionnels qui sont peut-être un petit peu moins connus, mais des produits chez Cut by Fred, par exemple, qui sont des coiffeurs professionnels qui vont aussi investiguer les formats solides. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On trouve aussi des initiatives des marques de luxe dans les formats solides. Je pense notamment à des produits chez Clarins ou chez Dior qui vont explorer le solide de façon peut-être un petit peu plus timide, parce que c'est vrai qu'ils ont déjà une légitimité et puis une importance dans la présence de leur marque qui rend peut-être l'accès au solide un petit peu plus difficile. Mais en tout cas, voilà, on a aussi des choses qui se font au niveau du luxe. Donc, cette transversalité, elle est aussi vraiment très intéressante parce que ça veut dire que tous les acteurs du marché cosmétique peuvent s'approprier ces formats. Donc, en ça, c'est vraiment très intéressant. Et pour moi, ça serait un peu ma première pépite en matière d'opportunité d'innovation parce que le terrain de jeu, il est immense, en fait. Et oui, parce qu'on peut autant couvrir, comme tu disais, l'hygiène, le soin, le solaire, le maquillage qui a beaucoup fait, et aussi le parfum, parce que dans le luxe, comme tu dis, il y a beaucoup de maisons de luxe avaient quand même sorti des parfums solides. C'est quand Tout même à fait. la concrète était quand même connue depuis.
longtemps, hein, depuis des siècles. Donc, c'est vrai que c'est une large gamme possible. En tout cas, on peut avoir beaucoup d'applications, de types d'applications pour ce type de format. Voilà, Et même, je pense. oui, et la distribution, comme tu dis, on peut la trouver de partout. Donc, c'est quelque chose d'assez flexible, en fait. C'est ça, très, très versatile, très polyvalent et très ouvert du coup. Mm, mm. Donc c'est vrai que ça laisse beaucoup de place à la créativité, à l'innovation et de ce fait, on peut vraiment s'inspirer des domaines les uns des autres. Alors évidemment, on peut faire de l'innovation. C'est un peu ce qui a été fait hein, dans un premier temps, innover en allant s'inspirer de ce qu'on connaît, par exemple au niveau du maquillage, les procédés de coulage à chaud, les procédés de compactage des poudres. C'est des choses qui nous viennent tout directement du segment du maquillage, qui ont été observées et qui sont aujourd'hui repris sur certains types de produits. Mais il y a aussi de l'innovation un peu croisée en allant chercher dans d'autres secteurs d'activité des leviers d'innovation. Je pense notamment tout ce qui est dentifrice sous forme de comprimés. Là, on va vraiment chercher des innovations qui viennent de l'industrie pharmaceutique et toutes les problématiques de délitement des comprimés, eh bien, en fait, il faut y réfléchir aussi, parce que le comprimé, il faut qu'il soit, enfin, ça comment dire, le double aspect du comprimé, si je peux dire, c'est qu'il faut quelque chose de solide, mais qu'une fois qu'on le met en bouche, il va falloir qu'il puisse se déliter rapidement pour libérer les agents abrasifs et puis pouvoir nettoyer toute la cavité buccale. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est allé en première intention s'inspirer de procédés existants dans d'autres domaines. On les a rapatriés sur des segments différents. On est allé s'inspirer de domaines, d'autres secteurs d'activité. Et je pense que pour innover encore plus, il va falloir continuer cette observation et rapporter, observer et rapporter d'autres industries, des technologies qui ne sont pas aujourd'hui très usitées en cosmétique. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi innover. Parce que le process, c'est un peu le cœur de l'innovation du solide. Tout à fait, parce qu'il faut quand même Voilà. une certaine technicité matérielle aussi pour pouvoir assurer ce type de production de produits de solide, de format solide. Tout à fait. Donc ça serait un peu ma première pépite, ce côté transversalité. Après, ma deuxième pépite, ça serait la durabilité. Alors, dans durabilité, c'est vrai que c'est un mot qui rassemble pas mal d'images et puis de concepts. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que les consommateurs, ils veulent des produits qui soient durables dans le sens à la fois vert et vertueux. Donc, la cosmétique solide, elle va nous permettre d'innover sur ces deux leviers. Alors, pour le côté vert, je pense notamment à la naturalité, hein, qui a le solide est un excellent terrain de jeu pour exprimer la naturalité, mais ça ne lui est pas, ce n'est pas caractéristique du solide. On peut aussi faire de la naturalité dans les formats liquides, donc ce n'est pas quelque chose de caractéristique du solide. Oui, et pourquoi on pourrait faire plus de naturalité, par exemple, dans le format solide? On ne peut pas en faire, pas Ah, forcément plus. Non, non, mais d'accord. ça, c'est simplement un prérequis aujourd'hui. On peut Ne en plus- faire. On C'est qu'on peut peut en en faire. faire, on peut en faire, absolument. Et il est bien d'en faire parce que c'est ce que recherchent les consommateurs. Donc, ça devient un prérequis, mais en tous les cas, voilà, le solide permet d'exprimer cette naturalité à travers des ingrédients. Par exemple, je pense à la marque qui s'appelle Ansem et qui utilise par exemple des ingrédients upcyclés pour Dans leur former solide? des produits. Dans le solide, oui, ce sont des... Comment tu écris en somme? Ansem, ça s'écrit Enseme. D'accord. Donc, c'est des produits voilà, qui vont chercher des ingrédients upcyclés. Donc, eux, ils ont exploré la naturalité d'une façon tout à fait intéressante. Et puis après, il y a une façon plus classique, en fait, en s'inspirant de l'ISO 1628 qui va nous donner des pourcentages de naturalité sur lesquels les consommateurs vont pouvoir aller vérifier justement ce contenu. Alors ça, c'est pour la partie plutôt verte, on va dire. Et pour la partie vertueuse, l'intérêt des formats solides, c'est que comme ils sont plus concentrés et qui sont aussi plus durs, hein, qui ne s'écoulent pas, ils sont aussi potentiellement plus robustes que leurs homologues liquides.
Donc, on va pouvoir démarrer une réflexion autour de l'allègement des emballages, parce que du coup, comme ils sont plus robustes, eh bien, ils ont moins besoin d'être protégés, hein. Et alors, protégés des chocs et des choses comme ça. Donc, on va pouvoir évidemment alléger un petit peu les emballages, par exemple. Et puis, pourquoi pas, tendre jusqu'à cette fameuse tendance du zéro déchet qui est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, aller jusqu'à ne pas proposer du tout d'emballage. Et dans ce cas-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'envisager l'équation solide et vrac. Oui, Parce que à la coupe, justement, quoi. exactement. On voit que les formats liquides, en tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont réalisées sur des magasins pilotes de propositions de distribution sous forme de vrac. Donc, ça commence vraiment à émerger. Le solide, il aurait vraiment toute sa place dans cette réflexion parce que justement, on a besoin de moins d'emballage pour le protéger. On pourrait le proposer de façon unitaire. Bon, après, c'est vrai qu'il faut faire attention à la protection du produit aussi d'un point de vue microbiologique, parce que comment on va distribuer le produit, qui va être en charge de l'emballer. Enfin, voilà, il y a aussi toutes ces notions d'hygiène auxquelles il faut faire attention. Bien sûr, mais bon, c'est vrai que c'est une idée de pouvoir peut-être le transposer dans du vrac et pour faciliter. Et je pensais aussi en même temps que tu parlais, ça prend moins de place aussi, un format solide que liquide, comme on disait. Il n'y a Alors, pas pas l'emballage. forcément. Oui, oui, c'est vrai que par rapport à la problématique du vrac, le format solide, il est plus concentré. Donc, toutes les notions de stockage, par exemple, quand tu veux stocker, que tu veux mettre des produits solides à distribuer en vrac, tu vas avoir des formats plus compacts. Alors que le liquide, il faut que tu prévois des gros contenants que tu vas ensuite dispatcher dans des contenants plus petits que le consommateur va venir recharger. Donc, ça nécessite une gestion de stock qui est très importante que le solide permet de réduire considérablement. Donc, c'est vrai que c'est un atout par rapport au format liquide. Merci Marion. Et puis, donc cet aspect, voilà, durabilité, c'est réduction du pack. On a des formats plus concentrés. On peut réduire le pack, voire aller jusqu'à le supprimer pour tendre vers le zéro déchet et penser à cette option vrac et solide. Donc ça, c'est un levier d'innovation qui est vraiment intéressant. Un autre levier d'innovation que les formats solides permettent, c'est évidemment de réduire la teneur en eau des produits. Et ça, c'est un petit peu c'est un peu ce qui avait sous-tendu notre réflexion avec Grégoire, qui est l'autre consultant avec lequel je travaille sur le solide. Et notre première idée, c'était de se dire, ben voilà, dans quelques décennies, on sait que cette ressource, elle va tendre à manquer, ou en tous les cas, elle va être inégalement répartie à la surface de la planète. Donc, comment, à notre modeste niveau, nous, on pourrait contribuer à la préservation de cette ressource? Donc, assez rapidement, on s'est dit on pourrait partir sur le solide. Donc, on va sur des formats qui sont peu riches en eau, voire complètement anhydres. Mhm. Et ça, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas le seul pas qu'il faut envisager parce que, en fait, il y a l'usage de l'eau, il se fait aussi à différents autres niveaux. Je pense Pour la notamment production, tu veux la dire? production, exactement, le lavage des cuves, le conditionnement et surtout l'utilisation de l'eau chez le consommateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, si si tous les efforts qu'on a fait en amont dans toute la chaîne de développement du produit, ils tendent à réduire justement ces quantités d'eau utilisées et qu'une fois chez le consommateur final, il va avoir besoin de 10 fois plus d'eau pour utiliser son produit solide qu'un format liquide, ben, on n'aura pas réussi notre challenge. Donc, il y a une méthode qui est assez performante et pertinente, qui a été aussi un petit peu drivée par l'apparition du solide, c'est de faire appel à ce qu'on appelle des ACV, en fait, des analyses de cycle de vie, qui D'accord. vont permettre de mesurer en fait l'impact environnemental de chaque étape dans la conception du produit jusqu'à l'usage chez le consommateur final. Donc là, ça va nous permettre, et c'est des données qu'on n'a pas encore, auxquelles on n'a pas encore vraiment accès, parce que c'est vrai que l'explosion du solide, elle est quand même assez récente. Mais ce qu'il faudrait être capable de dire, c'est pour un usage équivalent, pour un service rendu équivalent, comme par exemple laver les cheveux ou se démaquiller, est-ce que l'impact environnemental d'un produit solide versus un produit liquide
est équivalent, meilleur ou moins bon. Donc ça nous permettrait d'avoir aussi un levier qui permettrait de choisir tel ou tel format, parce que peut-être que pour certains formats, on sera meilleur en liquide et pour d'autres, on sera meilleur en solide. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop cette visibilité-là. Et comment on pourrait avoir cette visibilité-là, en fait, justement avec ces études? Mais c'est Oui, avec, difficile, avec ces études qui, par exemple, pourraient nous dire, eh ben, quand on a, donc il faut vraiment raisonner, par exemple, à service rendu équivalent. Donc, notre service rendu, ça serait, par exemple, se laver les cheveux. Donc, au niveau de la formule, de la composition de la formule, par exemple, quel va être l'impact d'une formule liquide versus une formule solide vis-à-vis de l'environnement? Donc ça, on aurait un premier indicateur. Ensuite, on déploie la même chose sur le procédé de fabrication, sur le packaging qui est choisi, sachant qu'on aura forcément des choses différentes en termes de packaging, puisqu'on n'est pas du tout sur le même type de format. Et puis, on aura aussi probablement des différences au niveau de l'utilisation du produit chez le consommateur final. Et probablement qu'il y a des indicateurs qui ont beaucoup plus de poids que d'autres sur l'impact environnemental. Donc ça, c'est déjà une première vision qui est importante de connaître. Et quand on veut comparer deux produits liquides versus solides, c'est bien d'avoir l'ensemble de la chaîne que l'on puisse comparer. Et finalement, peut-être que l'impact le plus fort, enfin, c'est ce qu'on pressent en tous les cas, il sera entre les mains du consommateur. Mais est-ce que justement, à ce niveau-là, un format liquide et un format solide auront un impact environnemental équivalent ou vraiment très différent? Et c'est là que ça va permettre aux industriels de faire des choix vraiment, comment dire, rigoureux et avec des données chiffrées qui vont leur permettre de faire les bons choix vertueux en faveur de l'environnement, qui vont même pouvoir aussi communiquer de façon peut-être un peu plus simplifiée auprès des consommateurs pour leur apporter la transparence et leur démontrer le côté vertueux vers lequel ils souhaitent tendre. Donc, voilà, le solide, ça permet de démarrer cette réflexion, et je pense que en matière d'innovation durable, il y a beaucoup de choses à faire sur toute cette partie environnementale. Donc, on Oui, en donc est au début. voilà, Ouais. exactement. C'est intéressant justement de pouvoir chiffrer justement le bénéfice peut-être environnemental et aussi le cycle de vie d'un produit solide par rapport à un produit liquide. Justement, ça permettrait de quantifier et d'avoir des faits qui peuvent vraiment, après qu'on peut communiquer vraiment et certifier la qualité environnementale d'un produit ou pas, en fait. Donc, c'est intéressant. Exactement, oui, oui. Et puis c'est là-dessus que les consommateurs vont attendre les marques aujourd'hui, demain. Enfin, on sent vraiment que ce sont des enjeux, le respect de l'environnement et ne pas faire de greenwashing. Et avec cette méthodologie-là, ça permet vraiment de prouver et puis d'aider aussi l'industriel à concevoir des produits qui sont vertueux pour l'environnement, en sachant exactement quels sont les endroits qui sont un petit peu les plus critiques pour essayer de les améliorer. Donc voilà un petit peu ma deuxième pépite en matière d'innovation durable. Et ma troisième pépite, elle concernerait davantage la sensorialité des produits solides. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le solide, il est encadré par aucune définition, alors ce qui est plutôt bien, qui laisse un grand degré de liberté pour l'interprétation, mais qui peut aussi parfois semer la confusion, parce que si chacun déploie sa propre définition du solide, ça devient aussi un petit peu compliqué. Voilà. Donc, avec Grégoire, nous, on avait proposé une définition du solide qui nous avait permis de définir un périmètre quand même assez large malgré tout. Mais en tous les cas, si on regarde déjà par rapport à l'existant, c'est vrai qu'on a pas mal de choses qui sont disponibles hein, dans tout ce qui est, si je prends par exemple les grands procédés industriels qui existent aujourd'hui, on a à la fois les produits coulés à chaud. Donc là, les coulés à chaud, on va pouvoir trouver des sticks à queue, des sticks à nidre. On va pouvoir trouver des produits coulés sous forme de godets, des produits coulés dans des pots également. On va pouvoir trouver aussi des barres ou des pains, comme les savons par exemple. Donc ça, c'est toute la partie du coulage à chaud. On va pouvoir avoir aussi toutes les poudres libres. Alors ça, c'est aussi beaucoup Famille. de produits, ouais, une grande famille. Ce qui est intéressant, c'est que les poudres libres, on commence à avoir
D'ailleurs, ça a été un peu catalysé par les poudres compressées chez des marques comme 900 Care qui ont imaginé les produits à resolubiliser. Donc là, des gestuelles complètement nouvelles où en fait, on va prendre des petites poudres, des petites tablettes en fait, qui ont la forme de cylindre, qu'on va mettre dans un flacon et on va compléter en eau. Et au bout de 24 heures à peu près, on va avoir un shampoing liquide qui va être reconstitué. Donc Ah ça, oui. c'est intéressant parce que à deux égards, en fait, ça va éviter de transporter des tonnes d'eau d'un bout à l'autre de la planète. Donc c'est le consommateur qui va reformer son produit dans sa salle de bain. Et puis l'autre aspect, en tout cas ce que prône 900 Et ça, Care, c'est à usage unique, excuse-moi de te couper, c'est à usage unique. Non, non, c'est pas à usage unique. En fait, tu as un petit comprimé, une petite oui. tablette que tu mets dans ton flacon. Donc Et après, tu remplis ton flacon avec à de l'eau. 200 ou 200 ml, ou voilà, tu fais la Voilà. quantité que tu veux. Voilà. Donc tu as ton flacon de shampoing de 200 ml qui est reconstitué donc, pour X usage. Et quand ta bouteille est vide, tu reprends un petit comprimé, enfin tu la nettoies, tu reprends un comprimé et tu recommences l'exercice. Donc tu as plusieurs comprimés, mais toujours le même contenant, ce qui t'évite à chaque fois que tu as fini ton cycle de lavage de cheveux de X fois, de jeter un contenant en plastique à la poubelle. Tu réutilises toujours le même contenant et tu fais appel à une recharge. Donc ça, on a vu des formes de poudre pressée qui ont permis de mettre en place un peu ces gestuels de produits à reconstituer avec de l'eau. Et aujourd'hui, on voit les poudres libres qui proposent la même chose. On a aussi des poudres libres qu'il faut resolubiliser dans l'eau, dans un contenant. Et puis, sous forme de sachet, tu vas utiliser ton shampoing ou ton gel douche X fois. Et une fois que ton flacon sera vide, tu le nettoies et tu recharges avec une dosette de poudre libre et tu recomplètes en eau. Donc voilà, on est sur des usages complètement différents. C'est ça, des Euh, nouvelles ouais, façons d'utiliser, une nouvelle gestuelle aussi, je trouve, hein, un petit peu quand même. Absolument. On est vraiment sur des nouvelles gestuelles et rien qu'avec des choses existantes, enfin je veux dire, rien qu'avec des procédés existants qui viennent déjà de l'industrie cosmétique. Donc c'est dire combien avec des procédés existants, on peut déjà faire des choses très très variées et on n'en est qu'au balbutiement. Enfin, je pense qu'il y a encore plein de choses à Oui, imaginer. et en plus, je trouve ça intéressant, ça fait prendre, ça rend le consommateur acteur en fait aussi de sa consommation en cosmétique. Absolument. Il y Ouais, a un petit côté un peu do it yourself. c'est ça. Euh, Mais en sachant que le produit est déjà finalisé, donc théoriquement, sécurité, il y a eu une sécurité, une évaluation de la toxicologie et sécuritaire qui a été faite sur le oui, produit. tout à fait. Bon, après, ce qui est un petit peu plus difficile, c'est que ce qu'on ne maîtrise pas, c'est si le consommateur va bien remplir le flacon à la bonne quantité. Avec Euh, l'eau, quel type d'eau. exactement, Mm. voilà, c'est ça. Mais bon, c'est quand même relativement encadré et en tout cas, voilà, ça laisse place à de nouvelles gestuelles et à des choses tout à fait. Enfin, voilà, je trouve que sur ces quelques années, on a découvert des nouvelles gestes, des nouvelles façons de nettoyer ses cheveux avec les shampoings solides, des nouvelles façons de réinvestir les produits d'hygiène, de shampoings liquides, de shampoings qui sont à reconstituer sous forme de poudre comprimée ou sous forme de poudre libre. Donc, voilà, je pense qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, comme il n'y a pas vraiment de périmètre et pas trop de contraintes, on peut aller encore très très loin et puis aller s'inspirer d'autres domaines hors cosmétique qui peuvent aussi nous donner des idées vraiment intéressantes. Je pense aussi à des formats solides, des sensorialités encore plus disruptives, hein, par exemple, tout ce qui est l'exploration des polysaccharides, les gels de carragénane, des choses comme ça, où on arrive à avoir des produits très solides qui ressemblent un peu à des glaçons, mais qui sont déformables en fait. Il y a par exemple C'est une ludique marque, en plus. pardon, C'est très ludique. Ça, c'est c'est un très côté, ludique et puis une fois encore, ça permet d'apporter des nouvelles gestuelles. Par exemple, j'ai vu une marque qui s'appelle Dermatherm qui propose une eau micellaire solide. Donc c'est de l'eau, enfin, et puis
C'est un peu comme un pain transparent, sauf que c'est très très riche en eau et on va venir le mettre directement sur la peau pour se démaquiller ou pour nettoyer l'épiderme. Donc c'est une gelée micellaire mais solide. Donc en fait on a structuré un produit qui d'ordinaire serait liquide. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes qui émergent et qui sont encore à imaginer. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, donc ça, c'était pour les 3 pépites. Et si je devais donner une petite conclusion sur comment on peut innover, alors de façon durable, c'est-à-dire de façon pérenne aussi, parce que ta question, elle était à double tranchant, c'est pas vraiment un Ah, tranchant, est-ce double qu'on entrée, peut- voilà. C'est ça, ouais. C'est ça. Est-ce que la question, ça pourrait être de se dire, est-ce que la cosmétique solide, c'est une tendance éphémère qui va s'arrêter demain ou est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer? En tous les cas, moi, j'espère que ça va perdurer et tout porte à croire que cela va durer encore quelques années parce que si on regarde un peu les facteurs qui influencent les cosmétiques de demain, donc ça, c'est un sondage que j'ai lu dans le magazine Expression Cosmétique, pour ne pas le citer, eh bien, la cosmétique solide arrive en 4e position. Donc, ce qui est quand même très significatif, donc qui nous permet d'imaginer que c'est une tendance de fond qui va perdurer dans le temps, donc de façon durable. Et voilà, ça c'était ma première C'est petite... intéressant, oui, c'est ça, parce que 4e position, c'est derrière qui? Alors, du coup, 4e, et il y a qui il y a quoi devant? Alors en premier, on a le bien-être. Bon, ça, donc, depuis toujours. Voilà. L'emballage durable en numéro 2. Oui, donc ça fait aussi un bon bout de temps qu'on en parle. Voilà, la transparence vis-à-vis des consommateurs, donc là, c'est aussi quelque chose qui continue de se distiller dans les attentes consommateurs. Donc la cosmétique solide en Ah oui, 4e position. c'est énorme finalement, il y a une grosse attente. Et oui, parce que c'est vrai que du coup, ça peut aussi, enfin, la cosmétique solide par rapport aux 3 premiers items, elle apporte des réponses. Donc c'est ça qui est Ah, intéressant. tout à fait. Ouais, bien-être, packaging Voilà, après, on a dans l'ordre l'éco-socio-conception, le recyclage, la beauté connectée, le microbiote, les biotech et la personnalisation, qui sont aussi des tendances dont on entend parler depuis un petit moment. Mais voilà, c'est quand même assez intéressant de savoir que le solide arrive en 4e position. oui, c'est comme tu dis, ça englobe beaucoup de choses en fait. Oui, oui, puis c'est rassurant de se dire, voilà, on a choisi une piste qui semble pérenne, donc durable à double... Double entrée et sortie aussi finalement. Exactement. Ouais. Et pardon, tu Non, voulais me non, poser vas-y, une question? vas-y. Et pour conclure, ben voilà, innover en cosmétique solide, c'est aussi regarder tous les aspects que sont les ingrédients, comme j'évoquais tout à l'heure avec par exemple la marque Ansem qui, elle, a choisi de travailler sur les produits upcyclés. Ça peut être regarder aussi la formule, parce que c'est vrai qu'on apprend aussi en marchant, hein. C'est vrai que les shampoings solides, il y a eu beaucoup d'évolutions depuis les premiers jusqu'à ceux qu'on trouve aujourd'hui et probablement qui sont encore moins bons que ceux qu'on trouvera demain parce qu'il y a c'est perfectible et puis il y a une amélioration qui est vraiment palpable. Il y a toute la partie procédés aussi, comme je l'ai évoqué, des procédés qu'on va aller chercher sur d'autres segments, mais aussi dans d'autres industries. Et ça, c'est un vrai levier d'innovation pour le solide, vraiment, vraiment. La partie packaging, qui est aussi quand on peut pas s'en débarrasser totalement, quelle réflexion on peut mener en termes de packaging. Il y a aussi toute la partie gestuelle, comme on l'a vu, il y a de nouvelles gestuelles qui sont apparues, mais il y en aura probablement d'autres qui vont aussi suivre. Et puis, il y a toute la partie environnement, donc c'est toute cette partie durabilité, naturalité et cercle Vertueux. C'est ça. vertueux vis-à-vis de l'environnement. Donc tout ça, tous ces axes sont des axes potentiels d'innovation autour du solide. Oui, Donc il y voilà, a une vraie solution que peut amener le format solide en cosmétique. exactement. Puis Sachant que Mm, oui, c'est difficile de cocher toutes les cases, mais petit à petit, on aura des solutions qui vont arriver. Quand je pense aussi aux cosmétiques solides, avec les shampoings solides, ça fait émerger aussi d'autres
types d'ingrédients, comme par exemple les tensioactifs sous forme solide, eh bien ça, les formulateurs en ont vraiment besoin. Et aujourd'hui, ils ont une offre qui est quand même relativement courte. Donc, la cosmétique solide va aussi devoir pousser l'innovation auprès des fournisseurs d'ingrédients pour qu'ils soient créatifs pour Bien leur sûr. voilà, pour proposer d'autres solutions et élargir le panel de solutions disponibles pour aller encore plus loin en termes de performance, de galénique, etc. Donc, ce n'est pas seulement de l'innovation qui reste centrée autour du produit, mais elle irradie beaucoup plus large. Et c'est ça qui est aussi intéressant parce que c'est une thématique qui, comme je l'ai dit au début, est très transverse. Et ça a de multiples points de vue. Ouais, c'est intéressant justement de voir aussi que ça va challenger aussi d'autres, toutes les parties, autant formulation R&D, comme tu dis, texture, développer un produit qui soit stable, mais aussi au niveau de matière première, quel type de matière première utiliser et challenger les fournisseurs de matières premières aujourd'hui. Et je trouve que c'est un vrai partenariat qui peut être fait et qui est stimulant aussi Et oui, au niveau travail de formulation. On se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. mais il y a beaucoup, beaucoup de ponts à créer dans cette cosmétique solide qui est loin d'être aussi mature que la cosmétique liquide. Et c'est ça qui est exaltant, en fait. C'est de se dire, on a une aire de jeu qui est pas infinie, mais presque. Donc, Ouais, c'est clair. Donc voilà. finalement, il faut dire oui au solide, que c'est une Oui. solution durable pour tout type de domaine, que ce soit autant le skincare, le sun care, le maquillage, le Le personal care soin. et le parfum. Bref, et pour tout. On peut, dans tout type de produit, on peut retrouver ces formats solides aujourd'hui. C'est une vraie, c'est une option et c'est possible. Mhm. Que aussi, du coup, ça offre une vraie option de durable dans tous les sens du terme, autant sur durable dans le temps, mais aussi durable pour l'environnement et pour notre planète et pour le Exactement. consommateur qui a envie aussi de participer à un mouvement durable et aussi de jouer sur les différentes sensorialités, puisqu'aujourd'hui, on est peut-être qu'au début de l'aventure du solide et qu'on est peut-être prêt à créer plein de nouvelles sensorialités avec le format solide. C'est ça. En Il tout faut cas, peut-être nous, on pas est se prêts. fermer, voilà. Et il faut peut-être pas se fermer des portes, au contraire, parce que le solide n'est peut-être pas que ce format solide, mais en tout cas, ça laisse encore d'autres options et espoir à créer de nouvelles gestuelles et textures et sensorielles. Absolument. C'est un très bon résumé. En tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses voilà, sur ce solide, sur le format solide? Sur le format solide, bah, mis à part le fait qu'on a mis en place une revue avec Grégoire, un autre consultant lyonnais comme moi, pour justement un peu comprendre tous les enjeux du solide, essayer de les décrypter. Donc ça, c'est un travail qu'on fait depuis octobre l'an dernier déjà maintenant. Donc on a attaqué la deuxième saison de cette revue qui s'appelle Star Review. Et s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre dans l'aventure Star Review, ben, bien sûr, ils seront les bienvenus. Et puis, Où est-ce donc qu'on peut vous voilà. retrouver d'ailleurs, justement? Alors, Star Review, où on peut retrouver cette revue? Alors, Star Review, ben, il faut nous contacter. Moi, on peut me contacter sur le site internet www.squareexpert.fr ou sur ma page LinkedIn et à ce moment-là, récupérer mes coordonnées. Mon mail sera indiqué et mes coordonnées téléphoniques aussi. Donc, il ne faut pas hésiter à soit m'envoyer un mail ou à m'appeler. Et puis, voilà, donc pour le solide ou pour autre chose d'ailleurs, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est la thématique qui nous occupait. Donc, Exactement. Donc, pour te voilà. contacter sur LinkedIn ou sur ton site, de toute façon, je mettrai les liens dans le descriptif de la vidéo et du podcast pour que les personnes qui sont intéressées à en savoir plus et aller plus loin dans cette aventure du solide te contactent et en savoir Absolument. Et si je peux encore rajouter qu'on anime plus. des formations sur la thématique. Donc, on anime des formations avec B2B4C Connection. Donc voilà, s'il y a des gens aussi qui souhaitent être formés sur les formats solides, ils peuvent se rapprocher soit de nous, soit de B2B4C Connection pour avoir davantage d'informations sur cette thématique. Super. Écoute, un grand merci Stéphanie pour vraiment ces pépites, parce que c'est des vraies pépites pour l'innovation durable dans les formats solides. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie Et pour cet puis, échange.
Eh ben ouais, c'est vraiment chouette et je te dis à bientôt en tout cas. Avec grand plaisir, Marion. À très bientôt. Salut, Au Stéphanie. revoir.